Nous voilà ensemble pour parler d'argent et de comment faire la paix avec l'argent, avec le décodage, avec le support du décodage biologique. Donc, avant de vous parler d'émotions, de corps et d'argent, j'aimerais qu'on fasse un petit détour historique. Donc, pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, l'argent comme on le connaît aujourd'hui n'existait pas. On échangeait directement ce qui permettait de vivre, de la nourriture, des outils, des services, du bétail. Et la valeur de ce qu'on échangeait, c'était immédiatement finalement lié à des besoins biologiques primaires. Manger, se protéger, survivre. Quand certaines marchandises ont commencé à servir d'unité de référence pour les échanges, ce sont très souvent des éléments vitaux qui ont été choisis. Des céréales, par exemple, hein, comme le blé ou l'orge, parce que sans blé, pas de pain, sans pain, pas de vie. Et c'est pas un hasard non plus si encore aujourd'hui on dit avoir du blé ou avoir de l'oseille pour parler d'argent. D'ailleurs, le mot salaire vient du latin salarium qui signifie allocation liée au sel. C'est dans la Rome antique que le sel est une denrée indispensable pour la survie, la conservation des alimentations, de l'aliment, des aliments et aussi pour la santé. Et derrière ces mots, il y a vraiment l'idée très ancienne que ce qu'on échange avant tout sert à assurer la survie. Puis l'argent est devenu plus abstrait, des pièces, des billets, puis aujourd'hui des chiffres sur un écran. Et même si l'argent a changé de forme, il n'a pas changé de sens pour notre inconscient. Il continue à activer les mêmes mémoires profondes liées à la survie et à la sécurité. Prenons par exemple le mot pognon qui vient de poignée. Le pognon, c'est littéralement ce qu'on tient dans la main, ce qu'on peut saisir, ce qu'on peut perdre, ce qu'on peut lâcher, ce qu'on peut serrer trop fort. Et là, on sent déjà apparaître quelque chose de très corporel. La tension, le contrôle, la peur de manquer. Une autre expression très parlante, c'est l'argent liquide. L'argent liquide comme quelque chose qui coule, qui circule, comme un repère serein assurant notre sécurité. Et quand l'argent ne circule plus, quand il se fige, on parle très vite d'insécurité, d'angoisse, de crispation. Tout ça pour dire une chose, même si aujourd'hui l'argent est abstrait, dématérialisé, notre rapport à l'argent est profondément inscrit dans notre biologie, dans nos mémoires corporelles. Donc aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer précisément ce lien entre vos émotions, votre corps et l'argent pour que vous puissiez avoir un peu plus les moyens d'agir sur votre rapport à l'argent. Et pour commencer, je vous propose de compléter pour vous, où vous pouvez aussi écrire vos réponses dans le chat si vous avez envie de participer, de nous les partager. Juste ces trois petites phrases à trous que je vous propose sur l'argent. Donc, première phrase, pour avoir beaucoup d'argent, il faut. Ok, deuxième phrase, au sujet de l'argent, je passe une grande partie de mon temps à, car. Et la troisième et dernière phrase, au sujet de l'argent, ma mère ou mon père m'a appris. Très bien, donc vous pouvez déjà vous rendre compte peut-être de certaines croyances qui peut-être vous limite ou au contraire ouvre toutes les possibilités que vous pouvez avoir par rapport à l'argent. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ce petit exercice, j'espère que ça a pu éveiller en vous peut-être déjà des prises de conscience, ça peut arriver. Je vous propose qu'on se présente pour vous expliquer pourquoi on est là ce soir avec vous. Moi, c'est Marc Guillaumeau. J'aide les personnes qui souffrent de douleurs récurrentes à les comprendre et à s'en libérer durablement en reconnectant corps et émotions. Pour ça, moi, j'utilise l'ostéopathie, le décodage biologique, les fleurs de bac et des bas. Concernant l'argent, j'ai longtemps vécu avec une peur profonde d'en manquer, indépendamment de mes revenus. Quand je me suis installé comme thérapeute il y a 15 ans, je pratiquais des tarifs beaucoup trop bas pour pouvoir en vivre, juste parce que je manquais de confiance en moi. J'avais grandi avec des croyances très ancrées comme l'argent est sale, je ne mérite pas, il faut travailler dur, je peux tout perdre. Et concrètement, dès que l'argent sortait de mon compte, mon corps réagissait direct. Stress, crispation, j'avais le cœur qui s'emballait. Et plus je cherchais à contrôler l'argent,
plus l'argent m'échappait. Et plus la peur, elle augmentait. C'est notamment grâce au décodage biologique que j'ai appris à transformer cette relation. Non pas mentalement, mais dans le corps. J'ai ressenti que c'est ce que c'est en fait que d'être serein, aligné, en sécurité avec l'argent. Et quand le corps il se détend, il y a tout qui change. Moins de stress, moins de tension, plus d'ancrage, plus de liberté et plus d'abondance. Aujourd'hui, j'ose dire que j'aime l'argent. Et l'argent même et m'enveloppe de cet amour. Et tout ça, ça se reflète autant dans ma vie que dans ma pratique. Et je suis très heureux ce soir de partager ce moment avec vous, pour vous proposer vraiment un autre regard sur l'argent, plus conscient, plus apaisé et profondément respectueux du corps. Je laisse la parole maintenant à Corinne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi c'est Corinne Liberton. Je vais un peu vous révéler de mon histoire. Donc moi je viens d'une lignée de commerçants, donc dans ma famille où on ne comptait pas les heures, donc un père absent. L'argent était le langage principal de l'homme, mais ça représentait plutôt la force, le pouvoir et le chantage. Donc ma mère est partie quand j'avais 8 ans, donc séparation de mes parents. Et plus tard, j'ai appris que mon père avait plutôt acheté le juge pour obtenir notre garde que ma mère a perdu. Donc l'argent, avec l'argent, on achète tout. Donc très tôt, j'ai compris que mon père attirait aussi les femmes avec son argent, qu'il n'y avait aucun amour dans ses relations. Et complètement déchirée, jeune adulte, mes relations avec les hommes ont été très compliquées. Enfant, je n'ai pas reçu de temps ni d'amour, mais plutôt des cadeaux. Je recevais des cadeaux, donc ça fait plaisir des cadeaux quand on est enfant. Mais j'ai grandi avec la sensation confuse d'être acheté. Une confusion entre argent égale amour ou amour égale argent. Voilà. Ensuite, nous avons tout perdu et mon père qui a fait une faillite frauduleuse, donc interdiction de posséder une maison, un bien, et des ennuis avec la justice. Donc, ma sœur et moi, nous avons vécu dans une grande insécurité avec un manque de repères. On peut l'écrire de deux manières, repères, entre guillemets. J'ai ainsi grandi avec la croyance que l'argent est très sale et synonyme d'ennui et que l'affection est comme une relation d'échange payante. Adolescente, j'ai eu une allergie avec des bijoux. Je ne pouvais pas porter de bijoux en argent. Et j'ai ainsi découvert que c'était relié à ma problématique aussi à l'argent. Donc, j'ai fait une belle découverte avec ça. Donc, l'éducation, cette éducation a forgé en moi une relation très complexe et douloureuse à l'abondance. Et pendant longtemps, l'argent a été synonyme de peur d'en recevoir, d'en gagner, de manipulation, peur de ressembler aussi à mon père. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à m'auto-saboter. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait un travail de déprogrammation pour comprendre ma valeur personnelle. Et j'ai la croyance que l'argent est un bel échange qui peut être pur, authentique, honnête, parce que tout dépend de nous, de la personne que nous sommes. Alola. Bonjour à tous, je suis Lola Satrin, je suis thérapeute en décodage biologique et je suis spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs qui veulent développer leur activité de cœur. J'ai notamment créé un programme en 5 semaines qui s'appelle Cash Cash VIP pour améliorer son rapport à l'argent et attirer plus d'abondance dans sa vie et dans ses finances. D'un point de vue personnel, j'ai jamais eu la sensation d'avoir un problème avec l'argent. J'ai toujours eu confiance avec le fait que même si les sommes sur mon compte en banque pouvaient fluctuer, l'argent serait là quand j'en aurais besoin. Par contre, ce que j'ai compris en étudiant de plus près mon rapport à l'argent, c'est que j'avais cette regrettable tendance à me délester un peu trop et un peu trop régulièrement de ce qui m'appartenait, comme des biens matériels, de l'électroménager, des meubles, puis plus tard de l'argent, voire ma souveraineté personnelle. Je n'irai pas dans les détails, mais voilà. Sous prétexte que pour avoir la paix, je préférais laisser à l'autre ce qui m'appartenait, notamment en cas de séparation. Ce qui, en fait, vous l'aurez peut-être entendu entre mes mots, correspondait plus à un manque profond d'estime de moi, du genre, de toute façon, je ne vaux rien, à quoi bon garder ce qui me revient? Lorsque j'ai pris la décision de ne plus exercer mon métier d'infirmière libérale pour développer pleinement mon activité de thérapeute, j'ai commencé à me sentir très très restreinte financièrement parlant. Et pourtant, si j'ai reçu
une mémoire biologique qui me sert aujourd'hui positivement de la part de mon père, c'est bien celle de savoir être déterminé, professionnellement parlant, pour toujours faire ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. Donc, bah, bon an, mal an, j'ai trouvé les ressources nécessaires pour atteindre mon but. Ce parcours n'est pas terminé, mais aujourd'hui, j'ai très très à cœur de montrer que vouloir faire évoluer notre comportement face à l'argent, tel un symptôme comme un autre, peut nous ouvrir la porte à un changement identitaire profond, un réalignement à notre essence, si on accepte de se délester de ce qui ne nous est plus utile aujourd'hui pour accueillir ce qui va nous permettre de nous faire briller. Maintenant que vous nous connaissez un peu plus en détail chacun, là, on va commencer par décoder différents comportements vis-à-vis de l'argent. On les a classés en trois grandes catégories. Vouloir plus, économiser, très peu dépenser pour garder un maximum, tout faire pour gagner plus d'argent. Le perdre, dépenser sans compter, faire des mauvais investissements, flamber. Et le troisième, c'est repousser l'argent, avoir du mal à augmenter ses tarifs, sous-estimer son travail. L'argent rentre, mais il ressort aussitôt. On va commencer tout de suite avec le vouloir plus, avec Lola. Donc moi, je vais vous parler du comportement vouloir plus d'argent. Alors, si vous vous sentez dans cette catégorie de personnes qui veulent toujours plus d'argent, il se peut qu'on retrouve chez vous certains comportements bien spécifiques que je vais vous nommer maintenant. Donc, si vous avez tendance à vouloir plus d'argent et que vous êtes à votre compte, parce qu'il se peut qu'il y ait pas mal d'entrepreneurs par ici, euh, il se peut que vous ayez tendance à aligner vos tarifs au prix du marché, qui en fait est selon votre propre vision du marché, vos propres croyances, parce que finalement, on est d'accord que tout est possible et tout se fait. Et ça, vous alignez vos tarifs par peur de ne pas avoir assez de clients si vous êtes trop cher ou de ne pas pouvoir recevoir tout le monde. Donc, si vous avez cette tendance à vouloir plus d'argent, il se peut aussi que vous vous mainteniez involontairement dans un ressenti de manque. Peut-être que vous préférez garder votre argent au cas où plutôt que d'investir par peur de perdre. Il se peut aussi que vous économisez dès que vous pouvez et que vous stressez quand vous sentez que vous avez trop de dépenses et que vous avez tendance forcément à freiner les dépenses inutiles. Il se peut aussi que vous cherchiez tous les moyens, même si parfois ils ne sont pas forcément en accord avec vos valeurs, pour obtenir plus d'argent. Je pense par exemple aux personnes qui deviennent ambassadeurs de marques, non pas par conviction, mais par espoir d'une sécurité financière. Attention parce que le risque, c'est de d'éloigner votre âme de votre essence. Et donc, ce comportement de vouloir plus d'argent, pour nous, il a trois origines. Première origine, les peurs. Peur de manquer, peur de tout perdre, peur de pas y arriver, peur de pas être capable, peur d'avoir beaucoup d'argent, peur d'être seul, avec des croyances que l'argent crée des problèmes relationnels, peur de trahir sa famille, peur de pas être à la hauteur, peur de mourir si je n'ai pas assez d'argent. Parce que, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc quand vous avez peur, vous êtes à la fois dans le futur, en train d'anticiper quelque chose que vous voulez absolument pas voir, et à la fois dans le passé, vous êtes en train de revivre la mémoire d'un choc. Ce choc, il est réel ou il est symbolique. C'est-à-dire que, imaginez les dents de la mer, ok? Vous regardez les dents de la mer et puis 2 jours après, vous allez en pleine mer. Il se peut que vous ayez d'un coup très peur qu'il y ait un requin qui arrive et qui vous niaque. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il n'a pas fait la différence entre le film et la réalité. Pour votre cerveau, tout est réalité. Donc, que vous ayez entendu l'histoire d'une faillite ou l'histoire de quelqu'un qui s'est retrouvé à la rue parce qu'il avait plus d'argent, ou que vous ayez vécu vous-même la perte d'argent, ou dans votre famille, qu'il y ait quelqu'un qui ait vécu une peur vis-à-vis de l'argent, vous, ça va être inscrit dans vos cellules et vous allez la revivre par anticipation de ce que vous voulez absolument pas ressentir et aussi en lien avec le passé. Ce que votre inconscient, votre cerveau a pris pour vrai, que ce soit réel ou symbolique. Donc ça, c'est la première origine, les peurs. La deuxième origine, c'est le besoin de sécurité. Ça va un peu avec, mais pas tout à fait. Dans le sens où, lorsque vous
souffrez d'une profonde insécurité, vous avez tendance à chercher à aller chercher à l'extérieur de vous des éléments, des situations, des objets ou des relations qui vont vous permettre de retrouver la sécurité qui vous manque à l'intérieur de vous. On pourrait appeler ça, dans notre jargon de décodeur, être en référence externe concernant son besoin de sécurité. Par exemple, ça va se manifester par un besoin de tout prévoir, de contrôler, un besoin peut-être d'avoir un travail avec un salaire fixe, un besoin par exemple d'être rassuré par son conjoint quant à ses finances. Voir l'argent aussi comme une source de sécurité. Donc forcément, si je vois l'argent comme une source de sécurité, si j'en ai plus ou pas assez selon mes critères de sécurité financière, c'est la panique. Et je retrouve mon sentiment profond d'insécurité. Seulement, si vous êtes dans ce cas, c'est un peu comme si l'argent était un pansement posé sur une plaie ouverte. La plaie ouverte, c'est votre sentiment d'insécurité. L'argent, ça va pas soigner la plaie. Au contraire, la plaie à l'intérieur, sous ce pansement-là, elle risque de s'étendre, de pas cicatriser, voire de s'infecter. Et c'est ce qui se passe si vous ressentez au fond de vous cette profonde insécurité. L'univers, ou on peut aussi dire l'inconscient, comme garant de vos conditionnements et de vos croyances, va venir confirmer que l'insécurité est toujours présente à l'intérieur de vous, puisqu'au fond de vous, c'est de vos propres insécurités intérieures qu'il s'agit. Et c'est là que vous allez voir apparaître dans votre vie concrète des superbes synchronicités, comme bah, j'ai une super bonne grosse somme d'argent qui arrive sur mon compte, mais comme par hasard, j'ai une énorme facture à payer. Et ben en fait, et là, ça vous met en insécurité. Mais c'est pas l'énorme facture qui vous met en insécurité. C'est votre insécurité profonde et c'est le fait que vous mettez l'argent comme ressource pour vous apporter une sécurité qui vous met en insécurité. Donc, c'est en retrouvant l'origine de cette insécurité, qui n'est pas forcément liée à l'argent, que vous pourrez venir vous sécuriser pleinement. Et c'est seulement lorsque vous aurez travaillé à rassurer ces parts de vous-même que vous pourrez véritablement changer vos croyances à propos de l'argent. D'ailleurs, j'avais eu une consultante qui est arrivée en séance avec cette croyance de manquer d'argent, c'est être en danger, et qui est repartie avec une croyance qui s'est ouverte je suis en sécurité avec ou sans argent. Et ça change tout pour recevoir de l'argent. Donc ça, c'est la deuxième origine au vouloir plus d'argent, le besoin de sécurité. Et la troisième origine, c'est le besoin de repères. Les repères intérieurs, ce sont les repères qui nous permettent de nous sentir en sécurité et de se maintenir en vie. Le premier repère, c'est le ventre de notre mère. Et l'eau qui se trouve dans cette poche qui nous sert de maison, de nid, de repère pendant les 9 premiers mois de notre vie. Le deuxième repère, c'est le père ou la figure paternelle. C'est une base solide sur laquelle peut s'appuyer l'enfant pour se détacher de sa mère, pour sortir de cette fusion. Le rôle du père peut être de permettre à l'enfant d'aller vers le monde et donc de quitter son tout premier repère en toute sécurité. Et le troisième et les autres repères, c'est notamment une éducation sécure qui permet à l'enfant de se développer en étant apte à gérer ses émotions, à se sentir en sécurité grâce à ses propres capacités. Donc s'il y a eu à un moment donné une perte de repère, que ce soit dans le premier, dans le deuxième ou dans les autres repères, brutale, vécue dans l'isolement, pour laquelle le petit enfant ou le bébé n'a pas pu trouver de solution, alors il est possible que la personne soit construite sur un manque de repères ou une dévalorisation par rapport aux repères, au liquide notamment. Symbolisé par l'argent, pourquoi pas. On reviendra sur la dévalorisation plus tard. Mais en tout cas, de la même manière que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin, et c'est même vital, d'avoir des repères solides pour pouvoir avancer, évoluer, vivre en fait. Donc si vous manquez de repères intérieurs, il est possible que vous donniez à l'argent ce rôle de repère dans votre vie. Et dans ce cas, s'il vous échappe, vous vous sentez complètement perdu, stressé, submergé, en insécurité totale et vitale. Je laisse la place à Corinne pour cette notion de perdre l'argent. Perdre de l'argent, ça peut être par la faillite, ça peut être par le vol ou le pillage. Alors, la faillite, c'est la peur de réussir ou la loyauté invisible. Lorsqu'un ancêtre, par exemple, a été ruiné de manière traumatisante, exemple un crash boursier,
une expropriation ou une faillite, le descendant peut développer un comportement d'auto-sabotage financier. Donc, la personne peut réussir brillamment au début, mais dès qu'elle atteint un certain seuil de richesse ou de succès, elle peut prendre des décisions complètement absurdes qui vont l'amener à une perte de son capital, comme de là on parlait tout à l'heure. Avec des croyances, par exemple, si je suis riche, je vais tout perdre, comme mon grand-père, ou en mourir de honte. Et pour rester en sécurité et fidèle à sa famille, à ma famille, je dois rester pauvre ou échouer. Donc ça peut être une croyance. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un syndrome de la date anniversaire. Donc, la personne fait faillite exactement au même âge qu'un ancêtre ou que son père ou que quelqu'un de sa famille. À propos du vol, ça peut être récupérer ce qui a été spolié. Si la famille a été victime d'un vol ou d'une injustice, par exemple un héritage qui est détourné par un oncle ou un testament caché, bon, ça ce sont des exemples, hein, il y en a d'autres, cela peut créer, entre guillemets, une dette dans l'inconscient familial. Un descendant peut devenir un voleur compulsif, donc souvent sans besoin d'argent, ou à l'inverse, quelqu'un qui se laisse systématiquement voler. Donc, en ne demandant pas son dû ou en n'osant pas réclamer ou en se faisant escroquer toute sa vie. L'explication de cela, ça peut être le voleur tente de récupérer symboliquement la part manquante de la famille, ou alors, à l'inverse, celui qui se laisse voler paie une dette imaginaire que ses ancêtres auraient contractée. Par rapport maintenant au pillage, donc le pillage, l'impossibilité d'accumuler. Le pillage peut faire référence à des contextes de guerre, de colonisation, de révolution, où les biens ont été pris de force. Par exemple, on peut retrouver le comportement dit du panier percé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, ou la dilapidation immédiate. C'est une personne qui ne supporte pas d'avoir de l'épargne. Elle ne supporte pas d'épargner, elle dépense tout de suite. Ou au contraire, des gens qui ont besoin de posséder tout le temps, durablement, et qui après peuvent dépenser tout instantanément. Ça peut être une croyance comme accumuler est dangereux. Si je possède des choses de valeur, peut-être qu'on viendra me piller ou me tuer. C'est juste une stratégie de survie, héritée, donc peut-être rester léger pour pouvoir fuir à tout moment. Évidemment, on retrouve dans tout cela les croyances. Les croyances, elles nous sont transmises par nos parents, par d'autres générations, par peut-être nos grands-parents, par peut-être des professeurs ou des marraines, un parrain, enfin bref, les croyances nous sont transmises par tout le monde et nous les construisons pendant la petite enfance et l'adolescence. Ce sont des pensées automatiques qui sont tellement ancrées en nous qu'elles font partie intégrante de notre réalité. On les croit pour vrai. C'est ce qu'on appelle en PNL notre carte du monde. Donc, pour l'enfant à qui on a fait croire, par exemple, que le Père Noël existe, eh bien, il existe vraiment. Un citron jaune, le daltonien peut le voir rouge, mais c'est sa réalité, avec ses filtres à lui. Donc, on a tous notre propre réalité. Chacun a la sienne et voit le monde à sa manière. En fonction de notre biologie, mais aussi en fonction de nos vécus personnels, émotionnels. Et cette manière d'être et de penser le monde peut parfois nous limiter dans nos actions, nos pensées, notre bonheur, bref, notre vie de tous les jours. Je vous donne quelques exemples sur des croyances sur l'argent. Il faut souffrir pour mériter l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est la source de tous les maux. Je ne suis pas douée pour gérer l'argent. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Peut-être que vous allez vous retrouver dans ces croyances. Les riches sont égoïstes ou malhonnêtes. Je ne peux pas économiser, je n'ai pas assez d'argent. Si je gagne trop d'argent, je vais perdre mes amis. Voilà.
Il y a beaucoup de croyances, en tout cas sur l'argent. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pourrez déterminer ou prendre conscience de certaines de vos croyances. Car l'argent peut être une source de problème, il peut être aussi tabou. Dans certaines familles, voire certaines cultures, on ne parle jamais d'argent. On évite complètement le sujet, donc il est dit tabou. Et derrière ces croyances, il y a une origine qu'il est judicieux d'aller voir, d'aller rencontrer, si vous voulez que l'argent ne soit plus tabou et si vous voulez que votre vie soit plus fluide, en tout cas. On peut parler aussi de mémoire transgénérationnelle. Donc, vos peurs, vos croyances et vos comportements sont aussi liés à ce qu'ont vécu vos ancêtres. Il y a les blessures émotionnelles et les expériences traumatiques de vos ancêtres qui se transmettent de génération en génération, qui impactent votre vie et vos finances de manière inconsciente. Parfois, on connaît l'histoire de certains membres de notre famille, mais parfois, on ne connaît rien, parce qu'il peut y avoir beaucoup de secrets aussi familiaux. Pourtant, votre corps et votre inconscient portent ce souvenir comme s'il vous appartenait. Donc, si vous avez peur de manquer d'argent, il est possible que s'expriment à travers vous des mémoires dites transgénérationnelles. Ça peut être des mémoires de guerre, d'esclavage, de pillage, de faillite, de vol, mais aussi des mémoires de famine, des mémoires de dette. Et on pourra retrouver des mémoires en lien aussi avec l'agriculture. Dans des prédicats, donc des prédicats, c'est la manière dont parlent les personnes, les mots qu'elles emploient sur l'argent qui peut être le blé ou l'oseille, comme l'a dit bien Lola tout à l'heure. Donc, tous les traumatismes non résolus ou les secrets de famille cherchent à s'exprimer à travers les générations. Et nous appelons ça des syndromes de répétition. Les derniers comportements qu'on va aborder ce soir, c'est ceux liés à la dévalorisation. Donc, c'est quand l'estime de soi elle est fragilisée et que inconsciemment, on repousse l'argent. L'argent, il représente la valeur des choses. Donc, inconsciemment, il peut refléter notre valeur. Si on se sent nul, l'argent, il devient inaccessible ou source de stress. Concrètement, si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, c'est fort probable que vous repoussiez l'argent sans vous en rendre compte. Côté pro, vos tarifs sont trop bas. Vous accordez des rabais trop souvent. Vous oubliez de facturer ou vous n'osez pas relancer. Côté perso, vous avez du mal à épargner. L'argent entre, mais ressort aussitôt. Vous vous sentez mal à l'aise de recevoir des cadeaux, un don ou même simplement de l'aide. Ou même simplement un merci. Et vous prêtez de l'argent que vous récupérez jamais. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, quand l'estime de soi est basse, il y a deux mécanismes qui apparaissent. Soit on repousse l'argent parce que je ne me sens pas assez digne de le recevoir, je ne mérite pas. Soit je cours après l'argent pour me donner de la valeur, mais avec cette peur constante de le perdre. Ou même avec la sensation que c'est jamais assez, parce que de toute façon, je suis nul. Dans les deux cas, l'argent ne circule pas librement et c'est chargé de stress, de contrôle et de culpabilité. Donc, au fond, ce que vous souhaitez, ce n'est pas l'argent en lui-même. Ce que vous voulez, c'est vous sentir en sécurité, être payé à la juste valeur de ce que vous apportez, accueillir l'argent avec sérénité et oser demander et recevoir sans culpabilité. Et je dirais même avec fierté et plaisir. La clé de tout ça, c'est développer votre estime et votre amour de soi, profondément et durablement. Ce qui fragilise l'estime de soi ou l'amour de soi, choisissez le terme qui vous parle le plus. Ce qu'empêche cette solidité intérieure, c'est plusieurs freins inconscients. Premier frein, c'est le sentiment de ne pas avoir de valeur, avec ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est le « je suis pas assez ».
pas assez compétent, pas assez légitime. Alors on doute, on se compare, on ne se rend pas visible par peur d'être démasqué. On s'auto-sabote tout seul. On attend d'être prêt, mais ce moment, il n'arrive jamais. Le deuxième frein, c'est les mémoires transgénérationnelles et les croyances limitantes. On a déjà parlé un petit peu avec Corinne. Les héritages de faillite, de survie extrême. Donc, quand je dis survie extrême, c'est vraiment il est question de vie ou de mort. Ou les héritages d'esclavage. Vous savez, les gens qui sont toujours en galère. Pour ceux qui ne savent pas, la galère, c'est vraiment le bateau où on envoyait les esclaves pour ramer sur l'eau. Hein. Donc, il y a les mémoires, il y a aussi les croyances. Et dans ces croyances, on peut avoir des trucs comme, on a déjà fait une petite liste, mais il y a aussi, on a dit, ouais, il faut travailler dur pour mériter son salaire. Il faut gagner sa vie. Celle-là est pas mal. Il faut gagner sa vie parce que la vie, c'est le travail. Comme si l'argent était vital. Et les gens riches, ils sont malhonnêtes et corrompus. Ça, ouais, c'est un truc, genre les riches, sont pas bien. Le troisième et dernier frein, il est un peu plus spécifique aux thérapeutes, mais j'entends trop souvent dire, c'est le conflit du sauveur. C'est quand il faut aider les autres et que ça devient un piège pour soi. Quand je dois me sacrifier pour que mes clients ils réussissent et ils guérissent. Parce que sinon, je suis trop nul et je ne mérite pas d'être payé pour ce que je fais. Donc, résultat, les thérapeutes qui sont dans ce cas-là, ils se sous-estiment, ils refusent leur juste valeur et du coup, ils repoussent l'abondance. Aider, ça ne veut pas dire se négliger. Vous méritez d'être rémunéré à la hauteur de votre expertise, tout en gardant votre générosité intacte. Ça n'empêche rien. Retenez bien ça. Retenez bien cette phrase-là. L'argent ne vient jamais réparer un manque d'estime de soi. Mais quand l'estime de soi se répare, l'argent cesse naturellement d'être un problème. Et donc transformer sa relation à l'argent, ça ne passe pas uniquement par le mental, ça passe par le ressenti, à l'intérieur de soi, dans ses émotions, dans son corps. Et c'est là que le décodage biologique il rentre en jeu. Et je laisse maintenant Corinne vous expliquer ce que c'est, le décodage biologique. Alors, une petite explication, oui, du décodage biologique, et puis on va faire un lien avec le corps. Donc, le décodage biologique est une approche qui cherche à donner un sens aux maladies et aux symptômes, en les reliant à des chocs émotionnels ou à des conflits psychiques non résolus. Donc, moi, j'ai décrypté l'argent peut-être autrement aussi que Lola. C'est un mot tiré du sanskrit Aryun, qui veut dire brillant. Donc, il est associé à ce que l'on voit, à ce qui est à l'extérieur. L'argent peut être aussi, en tant que minéral, antiseptique, c'est-à-dire utile pour se protéger de l'envahisseur externe. Enfin, l'argent, dans les transactions, il permet de donner un prix, une mesure, une valeur subjective aux choses. Ça, Marc l'a dit tout à l'heure. Un prix est donc une comparaison par rapport à l'extérieur. Et concernant la symbolique de l'argent, la monnaie, la richesse, bien qu'il n'ait pas de maladies liées à l'argent proprement parlé, les problèmes liés à l'argent, comme le manque, les dettes, les pertes, les difficultés à gagner, sont souvent reliés à des thématiques biologiques et à de besoins primaires fondamentaux. En résumé, le décodage ne s'intéresse pas à l'argent en tant qu'objet financier, mais aux émotions et aux conflits biologiques primitifs que la présence ou l'absence d'argent vient réveiller, comme la sécurité, l'existence, la valeur, la capacité à assurer sa survie et celle de son clan. Je vous propose un petit exercice pour faire le lien avec le corps. En fonction de la relation qu'on a avec l'argent, notre corps il s'adapte. Soit pour gérer le stress du manque ou de l'excès, soit pour l'accueillir calmement. Prenez un instant là. Vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider. Et imaginez que vous recevez là une grosse facture imprévue à payer maintenant là. Et en même temps que vous imaginez cette grosse facture imprévue, observez simplement votre corps.
qu'est-ce qui se passe dedans? Est-ce que ça se détend ou est-ce que ça se crispe? Est-ce que la respiration, elle est fluide ou au contraire, elle est coupée? Peut-être que votre cœur, il s'emballe là. Ou alors vous avez la boule au ventre. Ce que je vais vous faire sentir là, c'est une chose essentielle. Je vois, mon plexus est comprimé. Voilà. C'est essentiel ça. C'est pas la facture qui crée la réaction. Elle n'existe même pas cette facture. C'est la relation que vous avez avec l'argent. Et le corps, il exprime toujours, de façon très juste, ce que vous vivez intérieurement. Et on va le détailler. Alors, nous allons entrer un peu plus en détail dans le décodage de certaines parties du corps, de certains symptômes qu'on peut voir apparaître lorsque nous pouvons avoir des problématiques, en tout cas des, des tensions et des ressentis particuliers au niveau de l'argent. Et je commence par vous parler du cœur. Donc le cœur, il a pour fonction de mettre sous pression, sous tension le sang afin qu'il soit propulsé dans tout le corps vers chaque cellule. Donc cette pression, cette tension permanente, c'est elle qui nous permet d'agir, de vivre. Et dans le cœur, en tout cas dans le système du cœur, on a aussi les artères coronaires. Les artères coronaires, c'est celles qui permettent d'alimenter les cellules musculaires et qui sont en jeu lorsqu'il y a un infarctus, par exemple. Et en décodage, on parle de territoire. Il y a vraiment ce rapport entre les artères coronaires et le territoire. Et on va émettre l'hypothèse que le conflit émotionnel peut avoir cette origine-là. L'argent sort de mon territoire. Je perds mon territoire à cause de l'argent, ou je dois défendre mon territoire grâce à l'argent peut-être. Le territoire, c'est le territoire au sens large, c'est ce qui nous permet de vivre, d'exister, d'agir. Et le territoire, c'est propre à chacun. Le territoire du loup, c'est la forêt, celui de la femme, c'est peut-être son foyer, ou pour une autre personne, ça va être son champ d'action, comme peut-être son travail, son atelier, sa famille. Donc si il y a dans cette notion de territoire, ça peut être vraiment ce qui est propre à chacun. Dans ce que vous avez peut-être pu observer dans ce que Marc vous a fait expérimenter dans votre corps, c'est la tachycardie. La tachycardie en décodage, l'hypothèse, c'est la peur dans le futur. Parce que pendant les combats ou face à un danger, le cœur s'accélère pour faire face. Et donc, face à l'argent, ou face plutôt au manque d'argent ou à la difficulté liée à l'argent, je peux me sentir en danger. Donc, ça peut être, je dois me battre pour avoir de l'argent. Il y a aussi cette notion d'urgence face au danger dans la tachycardie, hein. Il y a urgence à garder l'argent ou à l'éliminer si j'ai la croyance que l'argent est sale. Euh, à cela peut s'associer aussi à une pathologie des veines coronaires, où là on mettra l'hypothèse de je veux éliminer le sale, le pourri par rapport à l'argent, par exemple l'argent sale pour avoir un espace pur, un espace sain. L'arythmie, c'est pareil, mais il y a cette notion de surprendre l'adversaire en plus dans cette notion de danger qui arrive. Le cœur, c'est aussi le symbole de l'amour. Donc les pathologies cardiaques, elles peuvent apparaître dans l'hypothèse de l'amour remplacé par l'argent. Comme nous le disait Corinne par rapport à sa propre histoire, hein, une personne qui enfant ne recevait pas de signe d'amour mais de l'argent ou des cadeaux pourra plus tard développer potentiellement un symptôme cardiaque signifiant je dois me battre pour recevoir, pour garder l'argent. Autrement dit, l'amour. Le cœur étant un muscle, on va observer aussi dans les pathologies du cœur les ressentis de dévalorisation, d'impuissance liés au territoire, mais aussi à l'amour et donc par extension dans certains cas à l'argent. Je me sens impuissant à maintenir l'argent dans mon territoire. Et dans le cœur, il y a aussi, en tout cas dans l'aspect du cœur, il y a aussi le péricarde, qui est l'enveloppe protectrice du cœur, et il nous parle du besoin de protection. Péricardite, par exemple, je protège mon territoire de l'argent sale. Je protège mon territoire en accumulant l'argent. Dans un tout autre registre, je vais vous parler du système urinaire. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, je vous ai parlé des repères et le système urinaire, c'est le repère des liquides. Le liquide, c'est le premier repère de notre vie.
dans le ventre de notre mère, comme on l'a vu tout à l'heure. Et avec les reins, et plus spécifiquement les tubes collecteurs du rein, il y a quelque chose de vital dans un ressenti qui va être la perte de repère. Et là, on va avoir peur que tout s'effondre, que tout s'arrête d'un coup, la peur de tout perdre. Et c'est là où la notion et le prédicat, ce qu'on utilise pour parler quand on dit gagner ma vie, prend tout son sens. Comme si grâce à l'argent, considéré comme un repère fiable, je pouvais m'assurer de me maintenir en vie. Alors aussi, on peut observer quand il y a trop d'argent. Et là, j'ai eu une personne que j'ai accompagnée récemment qui disait ça. Si j'ai trop d'argent d'un coup, je risque d'être submergée, débordée. Et là, on sent, voilà, une perte de repère face à ce qui pourrait être considéré symboliquement comme un liquide. Et on est dans cette tonalité de dévalorisation. Je suis pas capable de faire face à tout ce qui m'arrive, à tout ce liquide qui m'arrive. Donc là, on est certainement en lien avec des mémoires anciennes d'écroulement ou de noyade ou voire même d'alcoolisme. En tout cas, le liquide a tué. On retrouve aussi, en cas d'œdème, donc l'eau qui s'accumule dans les tissus, la notion de difficulté à changer de repère. Je veux garder mes repères. Et si l'œdème persiste, hein, si l'eau dans les tissus reste, il y a probablement, en tout cas on émet l'hypothèse d'une difficulté pour la personne à changer ses croyances sur l'argent, par exemple, ou tout simplement, je veux garder l'argent liquide. Et donc, dans le système urinaire, il y a aussi la vessie. La vessie, ça sert à marquer son territoire. L'infection urinaire, par exemple, peut arriver suite à un divorce où je dois me battre pour garder mon argent. Il peut y avoir aussi cette notion de cadre, hein, une personne qui a besoin ou qui a du mal à délimiter son cadre. Par exemple, pour les thérapeutes ou les gens qui sont à leur compte, voilà, j'ai du mal à cadrer mes consultations. Elles durent plus de temps que prévu, ou mon tarif n'est pas clairement défini. Donc cela, on va pouvoir retrouver des pathologies liées à la vessie, comme l'infection urinaire. Il peut y avoir aussi des calculs urinaires avec la difficulté à marquer son territoire, à avoir sa place dans le territoire. Je fais un petit point aussi sur l'hypertension artérielle qui peut avoir diverses origines et notamment celle du rein, où là on a aussi une notion de repère, de perte de repère, mais avec un ressenti d'être sous pression dans son territoire ou en lien avec son territoire. Et il y a aussi cette notion de on m'empêche d'agir, j'ai du mal à passer à l'action. Donc en lien avec l'argent, ça peut donner l'argent me met la pression et je ne peux pas agir comme je le voudrais, car je dois gagner ma vie pour ma famille, par exemple. Je laisse la parole à Corinne qui va nous parler du système digestif. Alors, l'appareil digestif dont le but est la transformation des aliments bruts en nutriments, donc c'est-à-dire en substances absorbables et utilisables par toutes les cellules du corps. Donc on retrouve cette notion de transformation du monde extérieur en monde intérieur, de tout l'autre en tout moi. Donc par exemple, l'estomac, je n'ai pas ce que je veux, mais et j'ai ce que je ne veux pas. On peut retrouver ça dans les problèmes de boulimie, ou alors un exemple, j'ai de l'amour qui ne vient pas, je veux, pardon, de l'amour qui ne vient pas, et à la place, on me donne de l'argent pour me nourrir, par exemple. Dans les muqueuses, on peut retrouver la contrariété dans le territoire. Exemple, des huissiers vont venir tout me saisir si je n'arrive pas à payer. Donc là, il peut y avoir un problème de contrariété dans le territoire et un problème au niveau des muqueuses. Je vais vous parler maintenant du duodénum. Le duodénum, on retrouve la contrariété avec un membre de la famille par rapport à l'argent, une injustice vécue de façon indigeste. Donc, le duodénum ayant une forme de cadre, souvent on retrouve des problématiques dans le cadre familial, le cadre du travail, le cadre financier. Exemple, j'ai un métier d'un certain standing, donc je voudrais aussi une voiture d'un certain standing, une grosse voiture, mais je n'arrive pas à rentrer dans le cadre ni financier ni social.
Donc, ça peut causer des problématiques au niveau du duodénum. En parlant du foie, donc dans le foie, son rôle est de stocker le sucre, donc le glucose en glycogène, pour l'utiliser beaucoup plus tard. Il y a des conflits de manquer. Donc, par exemple, on va retrouver les personnes qui épargnent excessivement, qui ont peur de manquer d'argent, qui sont dans la survie. Au niveau du foie, il peut y avoir, par exemple, une problématique de stéatose. Je ne peux compter que sur moi pour ne pas manquer d'argent, car je vis seule. Alors, nous retrouvons aussi le pancréas. Le pancréas, il fabrique les sucs pancréatiques et on retrouve les conflits de l'enfant désirité. Exemple, on peut faire des calculs pancréatiques. On me prend de l'argent et je veux retenir quelque chose. Je n'ai plus droit à l'amour et cela est terriblement dégueulasse. On retrouve une notion de dégueulasse, c'est ignoble, c'est répugnant aussi. On peut retrouver cette notion dans la résistance à l'insuline, cette notion de répugnante pour les diabétiques. Je résiste à l'argent. Dans le glucagon, le sucre égale amour. Donc, on peut retrouver cette notion de confusion entre amour égale argent. Argent égale amour. Dans l'intestin grêle, on a le choix et le discernement. C'est l'échange entre ce que j'ingère et ce que j'assimile. Exemple, les intolérances au gluten, on retrouve bien dans le gluten le mot blé. Dans les maladies de cœliaque, je ne veux pas me faire du blé de cette manière. L'intestin grêle, on peut retrouver des troubles de l'assimilation. Je n'arrive pas à garder l'argent, donc problème de diarrhée. Il est urgent d'éliminer. Je dois me débarrasser de ce qui est sale, de tout cet argent sale. On peut aussi, dans le gros intestin, retrouver des problèmes de constipation. Je dois tout garder. Donc, au bout de l'intestin, vous avez le cécum, donc qui veut dire cécité, aveugle. On peut retrouver des notions de saloperie, de crasse envers les ascendants avec l'argent, comme la maladie de Crohn, par exemple. Alors, dans Crohn, Christian Flech avait noté monnaie scandinave, la couronne, entre parenthèses, Crohn. Cette maladie inflammatoire, par exemple, une femme remarque quand son mari lui a fait des crasses en lien avec l'argent et qu'il ne la regarde plus. Je ne peux plus vivre tant que j'ai cette mémoire parce que je ne me sens pas vue, je ne me sens pas regardée. Voilà pour le digestif. Lola va vous parler maintenant du surpoids. C'est Alors, on va ça? pas rentrer dans les détails, hein, mais juste, voilà, dans le surpoids, il y a énormément d'hypothèses différentes, mais en tout cas, en lien avec l'argent, on remarque quand même que, donc, une hypothèse du surpoids, c'est l'accumulation. Je veux plus parce que je n'ai pas eu assez, donc j'accumule plus à l'intérieur de moi. Donc, si je n'ai pas eu assez d'argent, je vais pouvoir accumuler beaucoup plus. Il peut y avoir aussi la protection face à une potentielle agression. Donc, et aussi cette notion de repère avec la rétention d'eau, dont je vous ai déjà parlé. Il y a aussi la notion de dépendance, mais on va pas rentrer dans tous ces détails, ce serait trop long. En tout cas, sachez que dans le surpoids, on peut retrouver des hypothèses d'origine émotionnelle, des problématiques liées à l'argent. Corée, si tu veux bien enchaîner sur la circulation sanguine. Oui. Donc, Merci. le système circulatoire, le sang, donc la famille, la façon dont nous avons vécu avec notre famille va préparer nos conflits futurs. Le sang, évidemment, portant notre ADN, est en lien avec notre famille. La famille, elle peut être vécue comme virtuelle, symbolique, imaginaire ou réelle. Donc,
On va vous parler des globules rouges. Les globules rouges transportent l'oxygène et le gaz carbonique. S'il y a un drame dans la lignée, par exemple, mon frère a tout hérité et s'est suicidé, je n'ai pas pu le sauver. Ça peut être une problématique au niveau des globules rouges. Il peut y avoir aussi une problématique au niveau de l'anémie, notion de vie ou de mort. On m'a déshérité, je prends la vie de quelqu'un et je veux tuer un membre du clan. Et donc là, ça peut être l'anémie. Nous avons aussi les globules blancs. Les globules blancs, c'est la dévalorisation face à l'attaque. Exemple, une leucémie. Je vais devoir me battre pour défendre mes intérêts d'argent. Ensuite, je vais vous parler des veines. Les veines drainent les déchets. Exemple, je veux éliminer ce qui est sale, tous mes problèmes d'argent. Cela peut se traduire par des problèmes de varices. Donc, j'augmente le calibre des veines. Il peut y avoir aussi des problématiques d'hémorroïdes. Je veux éliminer tous mes problèmes pour retrouver ma place dans mon territoire. Les capillaires, on peut retrouver la maladie de Raynaud, les extrémités froides. Je me dévalorise de ne pas pouvoir toucher, retenir, prendre ou attraper l'argent. Ou je veux retenir aussi quelqu'un qui est mort à cause d'une histoire d'argent, puisque dans les extrémités froides, on peut retrouver une problématique de mort. Alors, je vais vous parler maintenant de la peau. La peau, on retrouve le contact social. C'est l'organe de séparation et de contact avec le monde extérieur. Des tensions fortes avec le monde de l'argent peuvent se manifester sur la peau. Il peut y avoir des réactions comme l'eczéma, le psoriasis. Par exemple, un eczéma des mains. Je n'ai pas assez d'argent et je m'en sens séparée. Ça peut donc venir toucher l'épiderme. Par exemple, une problématique de verrue. Donc là, ça vient toucher la couche du derme. Je dois me débarrasser de cet argent sale que je reçois car je me sens souillée. Il y a une notion de souillure. Si ça vient toucher l'hypoderme, exemple, un problème d'alopécie, je peux me sentir séparée de mes racines familiales, donc touchée dans mon image. Problématique de cheveux. Je ne me sens pas aussi protégée. Donc, avec ces problèmes d'argent, je peux aussi me couper de mes émotions et avoir une peau trop sèche. La peau a perdu de son eau. Aussi retrouver des allergies. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon allergie à moi au niveau de l'argent. Donc, impossibilité de porter des bijoux en argent. Et on peut retrouver aussi d'autres choses. On a pris quelques exemples juste pour vous montrer. Maintenant, c'est Marc qui va nous parler du système ostéo-articulaire. C'était un peu une évidence que, de par ma formation de base, je vous présente le système ostéo-articulaire. Juste. Les os et les articulations, ça forme notre structure. Sans os, on s'écroule. Il n'y a pas il n'y a pas de tissu. Enfin, pardon, les tissus ne sauront pas sur quoi s'accrocher si on n'a pas d'os. Donc c'est vraiment notre structure. C'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous soutient, ce qui nous permet de durer. Biologiquement, la structure, elle est sollicitée quand il faut tenir, quand il faut porter, quand il faut soutenir. Alors, quand une personne doute profondément de sa valeur, qu'elle soit professionnelle ou financière, c'est toute sa structure intérieure qui est mise à l'épreuve. Les épaules, par exemple, elles portent symboliquement, excusez-moi, les épaules, par exemple, elles portent symboliquement le poids des responsabilités, très souvent liées à l'argent. Le cou, il peut réagir quand ça devient difficile de se projeter vers l'avenir ou de savoir où aller. Ou même, il peut s'exprimer quand on doute profondément de sa capacité à comprendre ou à réussir. Parce que le cou, il porte la tête avec le cerveau. Plus globalement, la colonne vertébrale, elle nous permet de nous tenir droit, de nous ériger. Elle est en lien direct avec la posture intérieure et vient exprimer
elle vient s'exprimer, la colonne, quand on ne se sent pas capable d'être à la hauteur. Entre les vertèbres, il y a des disques intervertébraux. C'est comme des petits coussins dont le rôle essentiel, c'est d'absorber la pression. Donc, quand il y a trop de responsabilités, trop d'attentes, trop de charges, trop de pression financière, trop de pression professionnelle, bah, le corps, il peut exprimer cette surcharge à travers des tensions qui augmentent la pression sur ces disques. Allant parfois même jusqu'à la hernie discale. Je vous parlais des muscles et des tendons maintenant. Les muscles, ils ont une fonction simple, produire le mouvement. Grâce à leur puissance, ils nous permettent d'agir, de faire, de passer à l'action. Quand une personne, elle se dévalorise, je ne suis pas capable, j'y arrive pas, bah, la puissance musculaire, elle est atteinte. Les tendons, eux, ils permettent de transmettre cette force à la structure, parce qu'ils relient le muscle à l'os. Donc, quand on a l'impression de faire beaucoup d'efforts sans résultat, de lutter pour développer son activité, de lutter pour garder l'argent, eh ben, les tendinopathies, elles viennent souvent traduire ce sentiment d'impuissance persistante, d'incapacité à concrétiser. Enfin, il y a les nerfs, dans tout ça. Eux, ils permettent la circulation de l'information. Ils transmettent le projet de l'action, le projet du mouvement. Les nerfs, ils sont donc en lien avec nos projets professionnels ou autres, et avec notre capacité à avancer dans la direction qu'on souhaite. Donc des douleurs neurologiques comme la sciatique ou la cruralgie, bah, elles peuvent traduire ce ressenti. J'aimerais avancer, mais quelque chose m'en empêche. Le corps, il ne fait pas d'erreur. Il exprime de manière très logique ce que nous vivons intérieurement face à l'argent. Comprendre ces signaux, c'est déjà commencer à transformer sa relation à l'argent. Et pour aller encore plus loin, dans l'équilibre de cette relation, on a identifié 3 clés majeures de transformation. Et la première, elle consiste à clarifier l'état de votre relation à l'argent. Et pour vous guider dans cette étape-là, qui est essentielle, bah, je laisse la parole à Lola. Donc voilà, on avait fait un peu le lien entre vos comportements, vos symptômes. Maintenant, on va étudier un peu les stratégies transformationnelles et thérapeutiques. Et comme le disait Marc, selon nous, la première étape de toute transformation, c'est la prise de conscience. Donc là, aujourd'hui, je vous propose de clarifier où est-ce que vous en êtes par rapport à 4 aptitudes qui favorisent une bonne relation à l'argent. Donc, vous pouvez les noter, les évaluer, ces 4 aptitudes, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui est facile pour vous et de ce qui est encore compliqué aujourd'hui. Donc, les 4 aptitudes, la première, c'est savoir demander. Savoir demander, c'est par exemple pour les entrepreneurs, c'est annoncer vos tarifs avec facilité et fluidité. Là où peut-être aujourd'hui encore vous ressentez un stress, ou vous avez peut-être peur de passer pour un grippe-sous, ou vous n'assumez pas totalement vos tarifs. Euh, ou pour tout le monde, ça peut être aussi vous sentir serein, vous sentir confiant quand vous demandez à vos proches de vous prêter de l'argent, ou quand vous demandez à une instance de payer en plusieurs fois. Alors que peut-être aujourd'hui, bah, vous préférez vous mettre dans le rouge plutôt que de passer le cap de demander. Donc commencez pour vous entre 0 et 5 le savoir demander. 0, pas du tout acquis, 5, totalement acquis, il n'y a pas de problème. La deuxième aptitude, c'est le savoir recevoir. Savoir recevoir, c'est pour ceux qui sont à leur compte, c'est recevoir, ou même les autres d'ailleurs, c'est recevoir son salaire, ses paiements avec droiture, avec fierté, avec justesse, là où peut-être certains ont encore une espèce de gêne de se faire régler pour votre travail. Et j'avais carrément accompagné une entrepreneur, déjà bien avancée quand même, mais qui me disait qu'elle avait longtemps ressenti qu'elle se sentait comme une prostituée quand on la payait en liquide. Vous imaginez comment ça peut être bloquant pour attirer l'argent à soi.
Et le savoir recevoir, c'est aussi, par exemple, typiquement, on vous invite au resto ou alors on vous fait un cadeau ou même un compliment. Comment vous recevez le compliment? Comment vous recevez le cadeau? Est-ce que c'est facile ou est-ce que vous êtes gêné, maladroit ou carrément mal à l'aise? Commencez pour vous entre 0 et 5 le savoir recevoir. Ensuite, vous avez le savoir garder. Parce que l'on gagne beaucoup ou peu d'argent, eh bien, il y en a qui arrivent à économiser régulièrement, même si c'est quelques euros par mois seulement, alors que d'autres, eh bien, tous les mois, ils vont être à sec à la fin du mois. Soit parce que vous avez tendance à dépenser sans compter, soit parce que vous avez toujours affaire à un coup dur ou qu'il y a un problème financier réglé, soit parce que vous n'y pensez même pas et que du coup, vous dépensez votre argent. Donc, commencez pour vous savoir garder entre 0 et 5. Est-ce que c'est facile ou pas facile? Et la dernière aptitude, c'est l'aptitude à donner, savoir donner. Parce que donner, c'est bien, hein. En plus, nous, dans nos métiers, c'est facile de donner. On donne avec le cœur, il n'y a pas de problème. Sauf que donner, c'est aussi, savoir donner en tout cas, c'est aussi donner avec l'esprit en investissant pour vous, pour vos relations, pour votre entreprise. Là où peut-être aujourd'hui pour certains, vous avez tendance à tout garder au cas où, ou pire encore, à donner sans stratégie. Donc pareil, commencez pour vous cette attitude entre 0 et 5. Maintenant, je vais laisser la place à Corinne qui va nous parler de la deuxième clé de transformation qui est celle d'installer une sécurité intérieure à toute épreuve. Alors là, je pense qu'on s'adresse plus aux thérapeutes, hein, puisqu'on va aussi parler de protocole, donc thérapeute en décodage. Donc quand on parle de la peur, eh bien, dans un accompagnement, on va aller retrouver et explorer cette peur pour faire revivre à la personne sa peur, pour qu'elle la vive réellement, comme si ça se passait maintenant, ici pleinement dans son corps, grâce à la connexion à ses ressentis et on va la guider pour qu'elle retrouve la mémoire de ce ressenti, pour libérer justement la mémoire de cette peur et pour laisser place à peut-être autre chose, la confiance, la sécurité. On peut aussi faire un travail avec les peluches. On peut aussi faire le protocole du deuil pour travailler une peur. Alors, par rapport à la dépendance, on peut aussi retrouver des dépendances toxiques à l'argent et comme les addictions, hein. Et donc là, à ce moment-là, on peut faire le protocole de libération des liens toxiques, comme pour les addictions. On peut aussi apprendre à rassurer l'enfant intérieur et travailler pour justement sur cette peur, rassurer son enfant intérieur. Alors, en séance, lorsqu'on travaille sur les repères, la personne va pouvoir créer ou réactualiser ses propres repères intérieurs, qui ne dépendent bien sûr que d'elle et qui pourront lui faire sentir en sécurité totalement. Donc, un repère intérieur, pour moi, je me disais, un travail du souffle peut être toujours au moins disponible. Il ramène au calme, calme le système nerveux, il ramène à la présence. Donc peut-être travailler aussi sur le souffle intérieur, sur les mémoires transgénérationnelles. Donc comme on a vu tout à l'heure, on peut faire le protocole rendre chaque élément du problème à chaque ancêtre ou aussi un travail avec la boulette. Et pour travailler sur les croyances, on peut faire la transmutation des croyances négatives en croyances positives et ouvertes. Il y a aussi ce protocole-là. Et maintenant, Marc va vous parler du travail sur l'estime de soi. La troisième et dernière clé de transformation qu'on a identifiée, c'est développer votre estime et votre amour de soi profondément et durablement. Donc, restaurer l'estime de soi, ça commence par une chose essentielle. Revenir à sa valeur intérieure, indépendamment des critères extérieurs. Il ne s'agit plus de se demander ce que les autres font, ce que le marché autorise, ce que les clients sont censés accepter. La vraie question, ça devient quelle est la valeur réelle de ce que j'apporte? Que ce soit en temps, en énergie, en engagement, en expertise et en présence. Quand cette valeur-là, elle est reconnue à l'intérieur, les décisions extérieures, que ce soit le tarif, le cadre, la limite, elles deviennent beaucoup plus claires et naturelles. L'argent,
cesse alors d'être un sujet tendu, ça devient une conséquence de notre alignement intérieur. Développer l'estime et l'amour de soi, c'est aussi se libérer du besoin de reconnaissance. Tant que notre valeur dépend du regard de l'autre, des remerciements, des compliments, des résultats visibles, bah, l'argent, il reste chargé d'enjeux. On donne trop, on se suradapte, on se surinvestit, et pas par générosité réelle, hein, mais pour être validé. Quand la reconnaissance, elle vient de l'intérieur, on n'a plus besoin de prouver. On n'a plus besoin de se sacrifier pour mériter. L'argent, il peut alors être reçu pour ce qu'il est, une reconnaissance factuelle d'un échange, et non une preuve de valeur personnelle. À partir de là, recevoir devient simple, fluide, sans attente, sans tension, sans dette émotionnelle. Une estime de soi solide, elle se construit aussi en s'autorisant à être légitime maintenant. Pas quand tout sera parfait, pas quand on saura tout, pas quand on aura fait encore une formation de plus. Non, la légitimité, elle vient pas de l'extérieur, elle vient pas d'un diplôme. Elle se ressent dans le corps quand on reconnaît ce que l'on est capable d'offrir. Et plus cette légitimité elle est intégrée, plus ça devient simple de se montrer, de parler de son travail et de recevoir une juste rémunération sans se sentir imposteur, quoi. Perfectionnisme, c'est la croyance qu'il faut tout contrôler et jamais se tromper. Résultat, c'est du stress, des blocages, de la procrastination, une impression de jamais en faire assez, de jamais être assez. Mais on peut se libérer de cette pression en se reconnectant au droit à l'erreur. En se forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous testez, on se trompe, on apprend de chaque expérience. Et c'est ça, évoluer. Chaque erreur, bah, ça devient un feedback, une leçon, un outil pour évoluer. Perfectionnisme, c'est rester bloqué dans le contrôle. Le droit à l'erreur, c'est avancer en sécurité, apprendre, progresser. Accueillir l'imperfection, accueillir son imperfection, ça libère la créativité, ça libère l'action et ça libère la capacité à recevoir. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Il n'y a que de l'amélioration possible et même continue. C'est extraordinaire ça. Vous ne trouvez pas? Développer une estime de soi durable, ça passe aussi par un nettoyage intérieur. Se libérer de ce qui ne nous appartient pas. Certaines peurs, certaines résistances à l'argent ne viennent pas de notre histoire personnelle, mais elles viennent de mémoire familiale, de mémoire collective, de mémoire transgénérationnelle, ou même de vie antérieure. Quand ces mémoires elles sont reconnues et libérées, une nouvelle sécurité intérieure peut s'installer. L'argent, l'argent n'est plus alors associé à la survie, à la peur ou au danger, mais à la liberté, au choix et à l'expansion. Donc développer l'estime et l'amour de soi, c'est pas se convaincre mentalement, c'est une transformation intérieure, émotionnelle et corporelle. Et quand cette transformation elle s'installe dans nos cellules, l'argent elle cesse d'être un problème à résoudre pour devenir un partenaire neutre, fluide et sécurisant. Dans toute cette stratégie-là de transformation, on va maintenant s'adresser un peu plus aux thérapeutes en décodage biologique. Mais restez quand même, même si vous vous sentez un peu perdu, rassurez-vous, on va avoir une petite phase de questions-réponses après. Et il y a peut-être des choses qui vont pouvoir vous parler aussi. Je vais vous parler des prédicats. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un prédicat, c'est vraiment la manière dont la personne parle de sa problématique et elle utilise des mots comme blé, oseille, fric, pognon, thune, bifton, rond, pèse, flouze, grisby, galette, radis, j'ai pas un radis, brousouf, cache, flux, valeur, fluctue. On peut retrouver des ressentis, je me sens submergée,
j'ai tout perdu, je me sens nul, je suis en galère, fait chier de pas gagner sa vie, par exemple. Je me sens vidé, perdu, anéanti. C'est inacceptable. On peut retrouver aussi les mots comme plus de. Voilà, ça c'est une petite liste de prédicats. Et Lola va vous parler des pré-conflits. Oui, alors parce que quand on a des problématiques avec l'argent ou certains comportements ou certains symptômes qui ont une origine en lien avec l'argent, eh bien on peut parfois, parfois c'est qu'on est structuré d'une manière. Et notamment, j'ai noté en pré-conflit donc à travailler avant toute chose lorsqu'on est thérapeute, on s'intéresse à ça. C'est notamment la structure de victime. La structure de victime, c'est typiquement ce Calimero. Cette personne pour qui c'est jamais de sa faute. Cette personne pour qui il y a toujours quelque chose qui va pas, c'est trop injuste. C'est souvent une personne qui est passive, qui est en attente d'une solution miracle, qui est en attente que l'autre change ou qui dit que le problème vient de l'autre, vient du monde extérieur, vient de la société. De toute façon, les gens n'ont pas d'argent. De toute façon, tout est trop cher. Voilà, on va retrouver ce genre de phrase quand les personnes peuvent se structurer en mode victime. Et donc, ce sont forcément les autres ou l'extérieur qui sont à l'origine de leurs problèmes. Et donc, souvent, ces personnes se sentent impuissantes, incompris. Et pour sortir de cette structure, ça demande un gros travail de fond sur l'estime de soi, sur le sentiment de ne pas avoir de la valeur. Donc, on travaille encore la dévalorisation. Ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur, sur les peurs du jugement, du rejet, voire du futur, avec une reconnexion à soi, à ses propres responsabilités, à la réalité aussi telle qu'elle est, avec aussi un travail sur la reconnaissance de la victime en elle. C'est-à-dire que souvent, les personnes structurées victimes, elles ont une histoire où vraiment, à un moment donné, elles étaient la vraie victime. Sauf que ça n'a pas été reconnu. Et donc, sans cesse, elles cherchent à être la victime de quelque chose pour que cette partie à l'intérieur d'elle soit enfin reconnue à un moment donné. Euh, et le deuxième pré-conflit dont je voulais vous parler, peut-être les thérapeutes qui sont là ce soir pourraient en parler ou voir un petit peu comment l'aborder sous l'angle du décodage biologique. Mais moi, ce que j'ai remarqué vraiment, et ce avec quoi je travaille en ce moment beaucoup par rapport aux personnes que j'accompagne sur l'argent, c'est cette notion d'identité où vraiment, en fait, on vient approfondir quelle est ton identité par rapport à l'argent. C'est-à-dire, qui es-tu dans ta relation à l'argent? Est-ce que tu es euh, la toi qui agit par loyauté familiale, autour de croyances qui t'ont été inculquées et que tu laisses faire perdurer? Ou est-ce que tu es prêt, prête à devenir la personne qui est capable de faire de l'argent son allié et d'avoir une relation saine à l'argent et d'obtenir plus d'argent. Pour moi, et ça je le remarque de plus en plus, euh, quand on travaille en libérant toutes les mémoires qui nous plombent et qui nous freinent et qui viennent bloquer notamment notre relation à l'argent, c'est un véritable changement d'identité qui s'opère et qui devient possible. Et quand vous travaillez à libérer vos mémoires, forcément, vous êtes capable de changer d'identité et même, on est tous capables de changer d'identité dans la seconde. Aujourd'hui, je suis là maintenant à l'instant T, je vous parle, je suis Lola de maintenant, mais dans la seconde, je peux décider d'être une autre Lola. La Lola pour qui c'est encore plus facile de gagner de l'argent. Et si j'arrive à vous dire ça aujourd'hui, c'est que j'ai fait un gros travail sur ma structure de victime, notamment. Donc voilà. Je laisse la parole à Marc qui va nous parler de la référence externe. Effectivement, dans les autres pré-conflits, donc Lola, elle a parlé du statut de victime. Plus largement, on peut du coup aussi parler de la référence externe comme pré-conflit. La référence externe, on se situe par rapport aux autres.
ce que les autres font, ce que le marché permet, ce que mes clients, mes collègues pensent, les standards qu'il y a, et que voilà, je ne peux pas faire parce que, enfin, je fais en fonction de l'extérieur, de mon environnement. Donc, au lieu de se connecter à sa valeur interne, on se mesure à des critères extérieurs. Donc ça, c'est vraiment un préconflit aussi important à aller à identifier, qui rejoint beaucoup l'état de victime. Hein. En autre préconflit, on peut également retrouver l'hypophyse. L'hypophyse, elle a une hypophyse. Elle a un contrôle, l'hypophyse, au niveau hormonal. Elle a aussi un contrôle au niveau de la croissance, au niveau de la reproduction, du stress et de la satisfaction. Donc l'hypophyse, elle exprime vraiment le besoin vital d'être à la hauteur. Et donc ce sera typiquement les personnes qui se disent constamment « j'y arriverai pas ». Donc ça, c'est important à identifier. Autre préconflit à identifier, c'est le thalamus, qui lui est le centre, c'est vraiment un centre relais, un tri de l'information. C'est lui qui juge si une situation elle est acceptable ou dangereuse, et si le corps doit réagir. Donc ça concerne les personnes qui se jugent constamment, justement, qui s'estiment coupables, qui pensent qu'ils ne méritent pas. Ça va? Je garde mon petit côté belge. Hein. Bon, toujours pour les thérapeutes en décodage biologique, les praticiens en décodage biologique, je vais vous énumérer quelques protocoles qu'on a trouvé intéressants de faire dans les accompagnements avec l'argent. Il y a le protocole du procès, justement pour les personnes qui n'arrêtent pas de répéter « je ne mérite pas ». Il y a le protocole de la boulette. Celui-là, il est hyper puissant pour identifier et faire évoluer la relation à l'argent. Il y a un protocole ressources, mais qui est intéressant, je trouve, c'est le protocole de valeur et ligne de temps. Ça, c'est vraiment pour reconnecter à ce qui est essentiel pour soi. Il y a évidemment le protocole des peurs, ça, parce que dès qu'il y a une peur là, en lien avec l'argent, c'est un protocole hyper puissant. Pour tout ce qui est transgénérationnel, moi j'aime bien faire le jardin des secrets de famille, mais vous pouvez aussi faire le protocole de l'origine dans l'arbre. Et quand la problématique elle concerne plusieurs générations, vraiment vous pouvez rendre chaque élément du problème à chaque ancêtre. Un peu comme si on faisait une file indienne derrière soi et qu'on a un sac à dos qu'on donne à chaque génération. Et on vide le sac à dos, chacun reprend au fur et à mesure sa part. Pour les croyances à faire évoluer, il y a évidemment le protocole des 2 planètes. Et évidemment, vous pouvez ajouter une 3e planète quand les 2 premières, elles sont juste des extrêmes. Ça permet de trouver un équilibre. Alors, un protocole, mais que je ne considère pas vraiment comme un protocole, dans le sens où, en fait, c'est un truc qui vient, je trouve, qui vient tout le temps, qui s'inclut dans tous les protocoles, c'est le reparentage, pour accéder à notre enfant intérieur. Parce qu'on est toujours la meilleure personne pour comprendre ses souffrances et répondre à ses besoins. Les besoins qui n'ont pas pu être satisfaits à l'époque. Donc le reparentage, je trouve que c'est assez essentiel aussi. Hein. Pour tout ce qui est sécurité, repère, reconnaissance, il y a la grossesse et double ligne de temps pour aller explorer vraiment tout ce qui a été vécu durant cette période où on est dans ce repère dans le ventre et justement aller identifier ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Vous pouvez aussi explorer simplement la conception, la naissance ou le lien avec les parents. Moi, je trouve qu'il y a un processus assez simple de faire dessiner le regard des parents et dire, mais ok, maintenant, qu'est-ce que tu vois dans les yeux de ton père? Qu'est-ce que tu vois dans les yeux de ta mère? Qu'est-ce que ça te dit sur toi? Et évidemment, comme protocole, il y a le projet sens, qui est intéressant à explorer. Donc, avec tout ce qu'on a exploré ce soir, vous avez maintenant des clés pour apaiser votre relation à l'argent. Et avant de passer aux questions, j'ai envie de vous remercier déjà d'être là ce soir, d'avoir pris ce temps pour vous.
Parce que s'intéresser à sa relation à l'argent avec autant d'honnêteté, bah, c'est pas anodin. Et votre présence ici, maintenant, là, elle montre déjà une vraie conscience et un vrai engagement. Donc, à partir de tout ça, quelles questions, quelles réflexions, quelles situations personnelles vous aimeriez nous partager ou nous poser? Enfin, moi, je veux bien partager, c'est très personnel. Mes parents, mon père était de la bourgeoisie ancienne et ma mère était plutôt d'origine paysanne, donc ils n'avaient pas du tout la même façon de gérer l'argent. Donc il y avait des conflits entre eux par rapport à l'argent. Et moi, à l'âge de 16 ans, mon père, il m'a dit avec beaucoup de mépris, ben, une fille, c'est pour qu'à se marier et qu'à faire des gosses. Et moi, j'ai dit, bah, je vais étudier toute ma vie. Il m'a dit que j'étais folle. Bon. Et, mais j'ai tout le temps galéré au niveau de l'argent et j'ai fait du travail sur moi. J'ai beaucoup compris de choses, mais j'ai encore un problème avec l'argent et je crois que c'est mon problème numéro un. Donc, est-ce qu'on peut venir en décodage biologique en disant, ben, je voudrais régler mon problème d'argent? Euh, Bien sûr, oui. complètement. Parce que là, c'est comme si on m'empêchait, on me restreignait à gagner plus que 2 000 euros. Bon, il y en a qui peuvent dire 2 000 euros, c'est déjà pas mal, mais c'est pas ça en fait. C'est que je veux être libre. Parce que pour moi, la liberté, c'est premier. Donc, tu Il vois, y en a... Christelle, pour toi, liberté, argent égale liberté. Oui, Tant, oui, tant oui. que tu as cette croyance-là, ça veut dire que t'es pas libre au fond. Ah ben oui, peut-être, oui. Ça veut dire que tu te sens pas libre. Oui, Si, oui, j'ai compris. tu vois, si je t'avais en séance, on irait explorer ça. En quoi c'est important pour toi, cette liberté, tu vois? À quel moment tu t'es pas senti libre? Et il y a aussi une autre chose que tu as dit qui est intéressant, c'est je voudrais gagner mon propre argent. Mais derrière ton propre argent, qu'est-ce que tu voudrais gagner de différent que de l'argent, tu vois? Qu'est-ce qui est important pour toi à gagner? Parce qu'en Ben, fait, mon c'est... autonomie. Voilà, ok. Donc ta liberté, ton autonomie. Ok. Tu vois? Et tout ça, Ouais. c'est des notions et des valeurs qui n'ont plus rien à voir avec l'argent, mais qui ont un impact aujourd'hui dans ta relation à l'argent. Donc si tu travailles euh, si tu travailles sur tes besoins de liberté, ton besoin d'autonomie, ta relation à l'argent, elle va évoluer, c'est sûr. Parce que liberté ne sera plus égale à argent et vice-versa. Et Oui. argent sera plus égal à autonomie. Donc argent pourra venir pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste l'argent. Et pas pour la liberté ou pour l'autonomie. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, 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 c'est très pointu, mais c'est bien. Tu as dit, mon père disait, mais une femme, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Oui, Donc il y a déjà cette croyance-là qui est comme si elle était encore active pour toi. Et de, bah, comme je suis une femme, je peux pas. oui, oui, oui. Mais il y a cette croyance-là qui freine. Et il y a un deuxième truc aussi. Ah oui, tu disais, bah, moi, ce que je veux, c'est étudier, étudier sans cesse. Je peux pas aller plus loin parce qu'il faut encore que j'étudie. Donc tant que je suis étudiant, je ne gagne pas d'argent, quoi. Ça rejoint, tu vois, une notion que toute croyance qui est limitante aujourd'hui, elle a été aidante Oui, à un moment. Et donc pour toi, elle a été super aidante, cette croyance. Et donc c'est pas, quand on dit changer les croyances, c'est pas partir dans l'extrême inverse. oui. C'est comment je fais ma mise à jour. Je fais Mhm. ma mise à jour pour finalement me sentir serein, quoi, de et étudier et gagner de l'argent. Tu as plein de pistes là ce soir. Oui. Vois un peu ce que ça donne, comment ça résonne sur toi. Est-ce que d'autres personnes auraient peut-être des questions à poser aussi? Quelqu'un d'autre a envie de partager une dernière petite chose avant qu'on se quitte, peut-être? Parce qu'il est tard déjà. Bon, eh bien, si, s'il n'y a plus de questions, un grand merci à tous les trois pour cette belle, belle, belle présentation. Et je vous souhaite de faire la paix avec l'argent, avec toutes les infos et toutes les pistes que nous avons reçues ce soir. Belle fin de soirée à tous et toutes. Merci.